Je réagis à la vidéo de Nassim Saïdi, c'est De parti. tous les muscles du corps, il y en a un qui permet à lui seul de paraître instantanément plus musclé, et c'est pas les abdos, c'est pas les biceps, c'est même pas les pectoraux, c'est bien sûr le dos. Et personnellement, Alors un petit peu de contexte quand même avant qu'on continue la vidéo. Je l'ai regardé très rapidement, donc même pas la moitié je crois, en rapide, donc en limitant x2. Je sais que j'ai des choses à dire, voilà, mais je l'ai pas regardé en entière, donc je sais pas exactement à partir d'un certain moment qu'est-ce que je vais pouvoir dire. Je vais juste accélérer un tout petit peu la vidéo, histoire de, sinon elle va durer beaucoup trop longtemps. j'ai mis des années à comprendre comment bien travailler, mais depuis que j'ai fait les ajustements nécessaires, mon dos, c'est devenu l'un de mes points forts. Le problème, c'est que la majorité des pratiquants entraînent leur dos depuis des années sans vraiment avoir de résultats significatifs. Parfois, c'est une mauvaise exécution, un mauvais angle de travail, un mauvais choix d'exercice, mais dans tous les cas, c'est la même chose, ils s'entraînent beaucoup, mais ne stimulent très peu. Et dans cette Plus jusque-là, je suis clairement d'accord. Le grand dorsal, c'est très compliqué à vraiment à vraiment stimuler. Les gens font un peu de la merde sur les exécutions, le choix des exos. Jusque-là, je suis ok. vidéo, je vais vous partager 7 conseils plus un bonus basés sur la biomécanique Ok, donc là, on a déjà un peu les 8 conseils en réalité sous les yeux. et ma propre Je vois pas de sangle de tirage, donc déjà, ça m'inquiète. expérience pour que vous puissiez réellement Réellement, hein, sur une séance, enfin sur des conseils d'eau, 7 conseils. Hein. Si sur les 7, il n'y a pas une fois les sangles de tirage, c'est une mauvaise vidéo. Voilà. optimiser le travail du dos. Et honnêtement, si vous appliquez correctement tous ces conseils, je vous promets que votre dos va commencer à se muscler très sérieusement. Déjà, le premier truc indispensable à comprendre, et quelque chose que j'ai mis des années à réaliser, c'est que le dos et les dorsaux, c'est pas la même chose. Quand on parle de muscler son dos, on utilise un terme un peu général pour parler de plusieurs groupes musculaires. Mais le dos, on pourrait partir du principe que ça comprend les dorsaux, bien sûr, mais aussi les trapèzes, le carré des lombes, donc le bas du dos, les érecteurs du rachis. En vrai, carré des lombes et érecteur du rachis, va pas chercher à spécifiquement les hypertrophier, très honnêtement. Enfin, tu vas pas y gagner incroyablement. Enfin, en termes de rendement sur l'intensité, le volume que tu vas mettre sur certains exos par rapport à ce que ça va te rendre, ce que le rendu va donner, en vrai, va pas les focus. Enfin, pour moi, les vrais trucs, ça va être arrière d'épaule, oui, clairement, trapèze, grand dorsal, et à la limite, si tu veux, un peu les grands ronds. Donc, grand rond, c'est ce que tu vois là, tu vois. Le haut du grand dorsal, on va dire. C'est tout. En vrai, va pas chercher les érecteurs du rachis. Tu vas les stimuler indirectement sur tout ce qui va être RDL et ce genre de choses. Va pas chercher à spécifiquement les travailler. Tu vas pas gagner tant que ça en masse et en volume, quoi. À part si tu veux vraiment, d'un point de vue santé, d'un point de vue structure, enfin d'un point de vue, comment dire, longévité, d'un point de vue de ta colonne, pourquoi pas. Le Mais grand rond, le petit rond, et même peut-être le deltoïde postérieur. Tout ça, c'est les muscles qui sont visibles lorsque vous êtes de dos et qui potentiellement rentrent en jeu. ce qui est assez drôle, c'est qu'il a pas souligné le fait que de dos sur cette pose-là, le deltoïde latéral, donc celui-là, il a un rôle énorme en vrai. Enfin, parce qu'en fait, Nassim, c'est son point faible, hein, ça se voit direct. Sur les 3 portions, son deltoïde moyen, c'est celui qui est le plus faible, il est un peu plat. Et lui aussi, il a un rendu assez abusé sur cette pose-là, donc faut le travailler évidemment. Quand vous avez envie de développer un dos massif. Le problème avec tout ça, c'est que tous ces muscles ont des actions complètement différentes. On travaille pas de la même façon les dorsaux que les trapèzes. Et si votre programme d'entraînement ne fait pas la distinction entre tous ces groupes musculaires, et bien forcément, vous allez en laisser certains de côté et développer des déséquilibres. C'est personnellement ce qui m'est arrivé. Pendant mes 4-5 premières années de musculation, mes séances dos rimaient avec stimulation du grand rond. Vous savez, ce muscle qui est juste en dessous de l'aisselle, qui a des actions un peu similaires à celles des dorsaux, mais qui visuellement donne un look au dos totalement différent. Pour rappel, ce qui donne un aspect large au dos, c'est surtout le développement du grand dorsal et des grands ronds. Mais ce qui donne un aspect un peu plus épais au dos, je dirais que c'est plus le développement des trapèzes, des érecteurs du rachis, du carré des lombes, et dans une certaine mesure du deltoïde postérieur. En vrai, je suis relativement d'accord, mais encore une fois, faut arrêter avec ces expressions de largeur et d'épaisseur. Enfin, la largeur, je suis ok. En vrai, la largeur, je suis plutôt d'accord. Maintenant, l'épaisseur, c'est un terme un peu... voilà quoi, on souffle. En vrai, l'épaisseur, même le grand dorsal participe à l'épaisseur techniquement, parce que la partie qui est là, qui est plus proche de la colonne, techniquement, elle participe aussi à l'épaisseur, tu vois. Enfin, en vrai, je suis pas un grand fan de cette expression. Maintenant, je comprends, ça donne des reliefs, ça donne des trucs, pourquoi pas, mais bon, c'est un peu marketing, honnêtement, l'épaisseur du dos, quoi. Donc à partir de ce constat, vous avez juste à choisir votre camp. Est-ce que vous voulez un dos large, un dos épais? Choisis pas, enfin, muscle ce qui est en retard, et puis voilà, quoi. Les deux en même temps? Si vous voulez les deux en même temps, il va falloir faire preuve de pas mal d'organisation dans votre programme de musculation. Et ça tombe bien, on va en parler juste après. Le deuxième conseil, Donc là, c'est une phrase classique pour te dire, tu veux les deux, bah va falloir faire gaffe, va falloir faire doublement gaffe, va falloir faire attention, achète mes programmes. L'idée, c'est un peu ça. c'est quelque chose de allez. déterminant à comprendre, quel que soit le groupe musculaire que vous allez travailler d'ailleurs, mais encore plus pour le dos. Je suis persuadé que vous n'en avez jamais entendu parler, et même si vous en avez déjà entendu parler, peut-être que vous ne comprenez pas exactement comment ça fonctionne. On va parler de la ligne de force. La ligne de force, c'est en fait la représentation de la force contre laquelle vous allez résister en faisant vos exercices de musculation. La ligne de force, ça existe, que vous utilisiez des charges libres, des machines, des poulies, etc. C'est toujours pareil. Il y a une bonne nouvelle, lorsqu'on utilise une charge libre, la ligne de force, c'est la gravité. Mais quand on utilise des Jusque-là, je suis ok. Ligne de force, en vrai, c'est la direction de la force. Si on parle vraiment physiquement parlant, les bons termes, en tout cas, c'est ça. machines ou des poulies, comme c'est souvent le cas pour l'entraînement du dos, bah ça devient un peu plus compliqué à visualiser. Et pourquoi c'est important de la visualiser et de la comprendre? Parce que la relation entre la ligne de force et le bras de levier détermine à 100% comment votre dos va travailler. Et quand je dis votre dos, je parle de tous les groupes musculaires, que ce soit les dorsaux, les trapèzes ou autres. Et on va déjà commencer à illustrer ça avec les dorsaux. Lorsque vous faites du tirage vertical supination par exemple, la ligne de force, elle va être facile à illustrer parce qu'elle suit exactement la trajectoire du câble. Et ce qui va être intéressant, c'est de visualiser le rapport entre la ligne de force et le bras de levier. Et comment on se représente le bras de levier? Bah c'est très simple. C'est la distance entre l'articulation d'épaule et la ligne de force. Pourquoi l'articulation d'épaule? Parce que c'est celle que votre grand dorsal
va faire bouger entre guillemets. On aurait pu prendre l'articulation du coude pour les biceps et les triceps, l'articulation du genou pour les ischios et les quadriceps, etc., etc. Et peut-être que vous ne le savez pas, mais plus le bras de levier est important, plus le muscle responsable de l'action va travailler. Donc nous, en musculation, quand hypertrophie est l'objectif, on veut un bras de levier très important, parce que ce bras de levier important va provoquer une stimulation importante. Plus vous allez réduire ce bras de levier, et bien moins le muscle concerné va faire d'efforts. Vous commencez à voir là où je veux en venir. Votre objectif, lorsque vous exécutez un exercice de musculation, c'est de visualiser cette ligne de force, c'est de visualiser ce bras de levier pour faire en sorte qu'il reste le plus important possible tout au long de votre répétition. Et ça passe par une exécution impeccable. Regardez la différence entre ces deux tirages verticaux. Le premier est fait avec une exécution qui permet d'avoir un bras de levier important. Le second est fait avec une exécution. Là, c'est excellent ce qu'il dit comme conseil. Franchement, là, c'est vraiment très très bien pour le coup. Je suis très content qu'il ait illustré ça. Donc ouais, effectivement, les bras de levier, c'est ce qui va vraiment déterminer qu'est-ce qui va vraiment travailler sur ton mouvement. Bon, j'aime pas trop l'exemple qu'il a pris. Pourquoi? Parce qu'en vrai, tu feras jamais de ta vie un tirage vertical de cette façon. Pourquoi? En fait, là, il a carrément les poignets au-delà de ses coudes, enfin, par rapport à la ligne de force qu'il appelle, par rapport à la ligne, enfin la trajectoire, la direction de la force. C'est impossible. Là, ça veut dire qu'il a mis une charge très très légère, parce qu'en réalité, c'est impossible d'avoir son avant-bras qui va dans la direction opposée de celle de la flexion de coude, en fait. Là, ça voudrait dire qu'il a limite plus de triceps, vraiment. Hein. Là, ça veut dire qu'en fait, il y a plus de triceps dans l'équation que de biceps. Parce que là, en fait, la charge, elle va dans cette direction-là. Donc théoriquement, il y a ces triceps qui jouent dans l'équation. Ces biceps, leur rôle, c'est de ramener ici. Sauf que, bah du coup, non, parce que la ligne de force, elle est au-delà du coude. Il aurait fallu que la ligne de force soit là pour que les biceps rentrent en jeu. Et là, c'est pas le cas. Donc non, tu n'auras jamais une exécution de cette façon. Là, c'est parce qu'il a mis une charge très très légère. Là, il est limite en train en fait de faire un pull-over en fin de compte. C'est ça, clairement. Deux tirages verticaux. Le premier est fait avec une exécution. Dans le premier cas, on va avoir une excellente stimulation des dorsaux et très peu de compensation avec les biceps et les avant-bras. Par contre, dans le deuxième cas, on va avoir très peu de stimulation du grand dorsal et beaucoup de stimulation des biceps et des avant-bras. Alors que dans les deux cas, on a les mêmes exercices. On a virtuellement le même nombre de répétitions, le même nombre de séries, les mêmes temps de récupération. Mais l'exécution est tellement différente que ça peut conditionner vos progrès. Et c'est le même principe avec tous les exercices pour le dos. Si jamais on prend du tirage du front, un exercice qui est totalement charcuté par la plupart des pratiquants de musculation, on se rend compte que d'un côté, il y a la bonne exécution pour les dorsaux et d'un autre côté, il y a une exécution qui laisse la place à la compensation des biceps, des avant-bras, des érecteurs du rachis, etc. Donc votre mission, si vous l'acceptez pour votre prochaine séance de musculation, ça va être d'identifier où se trouve la ligne de force sur tous vos exercices de musculation. En déterminant la ligne de force, vous pouvez identifier le bras de levier. 100% d'accord, et pour ça, il faut que tu te filmes absolument, vraiment. Mais l'arme numéro 1 pour améliorer tes exécutions, tes entraînements, l'efficacité de tes entraînements, pour éviter de perdre ton temps à la salle et faire des mouvements pourris, bah c'est de se filmer. Vraiment, filme-toi. Et comme tu le vois, là c'est nickel comment il l'a fait, c'est de toujours se filmer dans le plan du mouvement. C'est-à-dire dans l'angle sur lequel tu vas pouvoir vraiment voir tout ce qui se passe en termes d'angle. Donc sur une extension de triceps concrètement, bah c'est de se filmer de profil tout simplement. Quand tu fais un tirage avec le plan, dans le plan sagittal, donc quand tu as le coude qui passe devant toi, pareil, filme-toi de profil. Et c'est comme ça que tu pourras vraiment déterminer ce qui se passe sur ton mouvement en fait. En identifiant le bras de levier, vous pouvez l'optimiser pour avoir la meilleure activation possible. Une fois que ce travail est fait, vous ne vous entraînez plus au hasard. Vous savez exactement pourquoi tel exercice est intéressant et comment l'exécuter pour avoir une stimulation maximale. Le troisième conseil Là je suis vraiment, mais sur le conseil numéro 2 du coup, merci Nassim, 100% d'accord. qui m'a changé la vie, et honnêtement je culpabilise d'avoir mis autant de temps à m'en apercevoir, c'est que l'unilatéral, c'est la clé pour l'entraînement du dos. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de coachs, beaucoup de pratiquants Ouais, franchement ouais. s'accordent à dire que c'est quand même supérieur pour l'entraînement du dos. Pourquoi c'est supérieur? Parce que la plupart des machines, poulies, et même les charges libres d'ailleurs, ne sont pas faites pour respecter la trajectoire des fibres musculaires des dorsaux et du coup optimiser son développement. En clair, si vous travaillez toujours les deux bras en même temps, pour vos tirages verticaux, vos tirages horizontaux, vos tirages bras tendus, etc., et ben vous risquez de laisser de côté pas mal de recrutement musculaire. Et ça, ce serait dommage. Il y a une spécificité avec les fibres des dorsaux, c'est qu'elles partent de l'extérieur pour arriver vers l'intérieur. Bon, en réalité, là, il les dessine comme ça, mais elles vont quand même s'attacher sur l'humérus, donc jusque là, en gros, typiquement. Mais c'est ça, on voit qu'elles vont vers l'intérieur, vers l'intérieur, et ça va aussi dépendre de ta largeur, globalement, de ta structure. Si t'es quelqu'un d'extrêmement large de clavicule, bah tes fibres de grand dorsal, elles sont hyper convergentes, donc vraiment vachement vers l'intérieur. Par contre, si t'es très fin, donc vraiment taillé en I ou en H, enfin comme tu veux, tu vois, bah du coup, t'auras des fibres un peu plus verticales, tu vois, elles seront moins comme ça, mais plus comme ça, tu vois. Du coup, plus t'es large, plus l'unilatéral, ça va vraiment être très intéressant pour toi du coup. Donc pour arriver à bien les stimuler, il faut avoir un mouvement convergent, un mouvement qui part de l'extérieur et qui arrive vers l'intérieur. Le problème c'est que lorsqu'on travaille les deux bras en même temps, on peut avoir qu'un mouvement linéaire. Et du coup, on n'arrive jamais à l'étirement complet et ou à la contraction complète. Et ça c'est un vrai problème. En travaillant en unilatéral, on peut modifier la position de son corps pour que la trajectoire du mouvement soit alignée avec la trajectoire des fibres musculaires. Alors en soi oui et non, parce que quand t'es en bilatéral, l'avantage, du coup quand t'es avec les deux bras en même temps, tu vas plus étirer le grand dorsal. Pourquoi? Parce que le grand dorsal il va au final s'enrouler autour de ta cage thoracique. C'est-à-dire que quand tu vas avoir le bras devant toi, bah, au final, si t'as même le bras qui est du coup dans l'autre sens qu'il dit, donc lui il voudrait de l'extérieur vers l'intérieur, bah, au final si t'as un mouvement qui est de l'intérieur vers, on va dire le milieu du coup, parce que c'est quand même l'idéal, bah là du coup tu vas l'étirer vraiment au maximum pour le coup. Si tu as un mouvement de l'extérieur vers l'intérieur, tu étires un petit peu moins, par contre tu vas mieux contracter effectivement. Musculaires des dorsaux. Et là, tout s'imbrique. Enfin mieux contracter, mieux raccourcir, plutôt le bon terme.
C'est comme deux pièces de puzzle qui vont parfaitement s'aligner pour provoquer une excellente stimulation avec des gros étirements et des grosses contractions. Et ça, c'est valable pour tous les exercices. Les tirages verticaux, quelle que soit la prise, les tirages horizontaux, quelle que soit la prise, les tirages bras tendus, tous les exercices pour le dos vont bénéficier d'un travail en unilatéral. Mais dans ce cas-là, pourquoi les machines pour travailler le dos sont ce qu'elles sont dans la plupart des salles de sport en France? C'est vrai que si on s'obstine à travailler les deux bras en même temps sur des machines Technogy ou Matrix qui sont pas toujours bien formulées, c'est clair qu'on va pas aller bien loin avec le développement du dos. Et ces machines peuvent être très intéressantes à utiliser en unilatéral. Et d'autres 100%, je mets la petite exécution juste là à l'écran, je sais pas où, mais typiquement la machine qu'il a montré, c'est un banger si tu le fais de cette façon-là. D'autres marques de machines, je pense en l'occurrence à Prime, à Watson, à Hammer Strength, ont des équipements déjà un peu plus adaptés au travail du dos, et encore, c'est pas systématiquement le cas. Personnellement, dans mes séances dos, la majorité, voire même la totalité de mes exercices sont faits en unilatéral. Il y en a qu'un seul que je fais systématiquement les deux bras en même temps, et l'exercice en question, ça concerne le quatrième conseil, c'est les tractions. Et les tractions, Ah, j'en étais sûr qu'on allait aller là-dedans là. Allez, c'est parti. les amis, j'aurais tendance à dire que c'est presque indispensable, voire même potentiellement complètement indispensable. C'est pourtant un mouvement dont je me suis passé pendant très longtemps. Pourquoi? Parce que je savais pas en faire. J'étais soit trop lourd, soit trop gras, soit pas assez fort, et je vous avoue que peut-être les 4 premières années de musculation, j'ai pas touché aux tractions. Bah c'est peut-être ça le problème aussi, c'est-à-dire que n'importe qui ne peut pas le faire, donc pourquoi ça serait un indispensable du coup? Par aux tractions supination, que je faisais probablement un peu plus pour les biceps, mais des tractions pronation ou prise Traction biceps, ça n'existe pas. neutre ou même supination avec un focus dorsaux, j'ai commencé à les ajouter à ma programmation d'entraînement qu'après 4-5 ans de musculation, vous imaginez? Et pourtant les tractions, si je dis que c'est presque indispensable, c'est parce que ça travaille pas seulement les dorsaux. Ça travaille évidemment les grands ronds, ça travaille les fléchisseurs du coude, donc biceps et avant-bras, ça travaille aussi trapèze moyen et aussi inférieur, mais au-delà de ça, c'est un mouvement hyper complet pour le haut du corps. Alors déjà pourquoi je dis que ça n'existe pas les tractions biceps? Bah je qui fais nécessite exactement... que vous puissiez aussi trapèze Je vais moyen prendre la et même aussi- explication que ce qu'il avait tout à l'heure, on parle de bras de levier hein, bien sûr, donc le rôle du biceps c'est de ramener le poignet vers l'épaule. Là qu'est-ce qui se passe si on prend vraiment par rapport à la prise qu'elle a, on trace comme ça, bah, en fait on se rend compte que le bras de levier est quasiment inexistant sur le coude. En réalité il y a ça par rapport à tout ça sur l'épaule. Donc non, tu fais pas vraiment les biceps à proprement parler, enfin les fléchisseurs du coude. Et en plus surtout les biceps sont biarticulaires, donc en fait quand tu vas faire en simultané flexion de coude et extension de l'épaule, bah en fait tu les raccourcis et tu les étires jamais. Donc en réalité peu de différence de longueur, donc pas vraiment de développement des biceps. inférieur, mais au-delà de ça, c'est un mouvement hyper complet pour le haut du corps qui nécessite que vous puissiez maîtriser votre propre poids du corps. Et ça, au même titre que les dips sont hyper intéressants pour les pectoraux, les tractions sont hyper intéressantes pour le dos. Ça c'est en vrai full marketing, enfin globalement pourquoi des dips seraient ultra intéressants par rapport à je sais pas, une machine à dips, tu vois, je sais pas. Bah juste parce que c'est poids de corps, parce que c'est un exo un peu élitiste, que c'est stylé d'en faire, tout de suite ça fait forcément ultra intéressant d'en faire. Non, enfin en vrai je vois pas l'intérêt. Qu'est-ce qui différencie réellement, qu'est-ce qui différencie ce mouvement Si je dis que c'est presque indispensable, d'un tirage vertical avec une prise large? Aucun. Alors que le tirage vertical, tout le monde peut en faire. T'es plus stable dessus. Surcharge progressive, bah beaucoup plus simple. Comment tu vas surcharger? Tu vas te lester, d'accord, mais en vrai c'est super chiant, on va pas se mentir. Franchement, je vois pas d'intérêt spécifique à faire des tractions, honnêtement. que biceps et avant-bras, ça travaille aussi trapèze, pas musculation pour le dos sans mettre de traction. Alors oui, ça m'arrive parfois, mais quand je le fais, quand je m'en passe, bah j'ai toujours l'impression qu'il manque un petit quelque chose. Le souci avec les tractions, comme beaucoup d'autres mouvements pour le dos, bah c'est qu'elles sont charcutées par la plupart des pratiquants de muscu. D'ailleurs, vous avez qu'à vérifier la prochaine fois que vous allez en salle de sport. Combien de pratiquants font de belles tractions? Je vous parle vraiment de belles tractions en mode hyper. Bah là-dessus, je suis d'accord, et c'est la même chose pour le tirage vertical, mais ça sera quand même plus simple d'apprendre à faire un tirage vertical comme il faut que des tractions. Très honnêtement, les tractions, tout le monde a l'ego sur les tractions, alors que sur le tirage vertical, un petit peu moins déjà, clairement. Et vraiment là ça se voit là. Qu'est-ce qui différencie ce mouvement d'un tirage vertical? C'est le même mouvement littéralement, juste le tirage vertical a d'autres avantages que les tractions n'ont pas. Donc en vrai, faut arrêter de... Je sais pas, en vrai ça serait super marrant qu'après, dans la vidéo, ils nous disent ouais, faut réussir à se détacher de certains exercices ou un truc du style. Bah là, c'est typiquement le cas, les tractions, faut arrêter. C'est juste un exercice que beaucoup de gens aiment, qu'on veut absolument placer dans un programme, alors que c'est pas forcément un exo ultra utile pour le dos. Enfin, faut arrêter, tu vois. Vertical, pas de compensation avec le reste du corps, une exécution vraiment dans les règles de l'art. Je serais pas surpris que vous en trouviez pas beaucoup, voire même pas du tout. Et ça peut se comprendre à partir du moment où on a un poids de corps un petit peu trop haut, un taux de masse grasse un petit peu trop haut, les tractions deviennent très difficiles à maîtriser, mais en plus de ça, c'est un mouvement où l'ego intervient beaucoup, au même titre que, Voilà, je le disais. je sais pas, les élévations latérales, le curl biceps. C'est des mouvements populaires que tout le monde a envie d'essayer, mais malheureusement que tout le monde ne sait pas exécuter. Le prochain conseil, je vous le dis tout de suite, il va pas vous faire plaisir. Et moi-même, il m'a pas fait plaisir quand j'ai appris le pourquoi du comment de ce que je vais vous dire maintenant. 2 exercices suffisent pour travailler les dorsaux. Pas 3, pas 4, pas 8, juste 2 exercices. Et d'ailleurs, c'est presque quelque chose qu'on pourrait appliquer pour tous les groupes musculaires, mais pour les dorsaux encore plus. L'action du grand dorsal, elle est bête et méchante. C'est soit de ramener le bras vers l'arrière, ce qu'on Alors vers l'arrière, attention, faut quand même que le coude s'arrête au niveau des hanches à peu près. Si on va au-delà, ça va plus être au-delà du coup de vraiment ramener le coude bien en arrière. Bah là, ça va être vachement plus arrière d'épaule. appelle une rétropulsion, soit ramener le bras vers l'intérieur, ce qu'on appelle une adduction.
Bon, la rétropulsion et antépulsion, moi je dis plutôt flexion d'épaule et extension d'épaule. C'est des termes peut-être plus modernes, je crois. Alors oui, pour ceux qui chipotent un petit peu, il y a plein d'autres actions secondaires, voire même tertiaires, comme la rotation interne du bras, l'inclinaison latérale, la torsion aussi, mais à aucun moment vous allez utiliser ces actions secondaires pour 100%. développer vos dorsaux. Et comme l'action primaire, elle est très simple et basique, on n'a pas besoin de multiplier les mouvements pour travailler cette zone-là. Et ces deux exercices, ils ressemblent à quoi? C'est très simple. Un tirage vertical pour la forte tension d'étirement, un tirage horizontal pour la forte tension de contraction. Et Alors je suis globalement d'accord. Maintenant, il y a quand même de la nuance là-dedans parce que bah là, on parle de pattern de mouvement. Effectivement, en vrai, tu fais un tirage dans le plan horizontal et vertical, c'est très bien. Maintenant, sur un tirage vertical, tu pourrais très bien faire un pull-over, ce qui est globalement la même chose en soi, hein. Tu ramènes ton bras qui vient de plus en haut, tu vois, vers le bas. C'est techniquement à peu près le même pattern. Maintenant, tu peux effectivement changer les angles de travail, donc avoir le bras en horizontal, un peu en diagonale, vraiment vertical. Tu peux choisir un peu les angles que tu veux, celui que tu préfères, et celui qui est potentiellement le plus adapté à ta morpho, à tes insertions de grand dorsal, ça peut clairement jouer en tout cas. Maintenant, là, il parle de tension d'étirement, tension de contraction. Alors là, ça fonctionne que si tu es à la poulie, hein. Et la plupart du temps, tu fais tes exos à la poulie, effectivement. Maintenant, là, je le remontre encore une fois, le même exercice que tout à l'heure. Ça, c'est un tirage horizontal, donc j'ai le bras qui est devant moi, tu vois. Mais la tension, elle est à l'étirement, parce que la machine est faite pour ça. Enfin, j'ai bidouillé la machine pour que ça soit conçu pour ça. c'est fini. Et également, le tirage vertical, faut pas non plus que tu te dises, c'est automatiquement attention d'étirement. En soi, c'est tension, oui, à l'étirement, c'est-à-dire que tu as le coude qui est à peu près à la moitié de l'amplitude, et là, le max de la tension est à ce niveau-là. À la fin, il y en a un petit peu moins, au début, il y en a un petit peu moins, c'est vrai. Mais c'est pas non plus de la tension d'étirement à fond, quoi. C'est terminé, vous avez travaillé le grand dorsal sur toute l'amplitude de mouvement. Ça veut dire que faire des séances à rallonge avec 4 exercices, parfois 5 pour les dorsaux, c'est évidemment de la perte de temps, mais encore pire que ça, c'est du déchet qui va impacter négativement votre récupération, qui vous empêchera de vous entraîner aussi souvent que possible, et du coup qui va limiter votre progression. Alors en soi, oui, je suis d'accord, techniquement, dans une séance, placer 2, aller voir 3 exos grand dorsal, ça suffit largement, faut pas aller au-delà. De ce qu'on voit sur la recherche, c'est que, ouais, au-delà de 6, 7, je crois, séries par séance sur un seul groupe musculaire, bah, il n'y a pas d'intérêt spécifique. Donc en vrai, ouais, tu fais soit du 3 x 2 séries, soit du 2 x 3, donc 2 exercices avec 3 séries. Théoriquement, ça fonctionne, tu vois, ça suffit, tu fais ça 2 fois par semaine, ça te fait 12 par semaine. Franchement, c'est excellent. C'est un peu contre-intuitif de se dire je vais en faire moins pour progresser plus. Mais littéralement 2 exercices différents pour les dorsaux, avec 3 à 4 séries pour chacun de ces exercices, ça suffit largement. Et perso, si je devais en garder uniquement 2, ce serait du tirage grand dorsal pour travailler un peu l'étirement. Alors là, cet exercice-là, il l'a grave popularisé, mais il n'y a aucun intérêt d'avoir le banc derrière soi. Le banc derrière soi, ça peut être bien si jamais tu as tendance à vachement te tirer en arrière. Mais le problème, c'est que cette main-là, elle sert à rien en fait là. Cette main, elle tient quoi? Elle tient ses abdos, c'est nul. Utilise cette main-là pour te stabiliser. Donc typiquement, mets le banc dans l'autre sens. Utilise cette main-là qui est libre pour t'accrocher au banc de quelconque façon, pour être beaucoup plus stable et pour éviter justement cet effet de torsion, parce que là c'est ce qu'il fait, hein. Et ce serait Clairement, du tirage ça se voit horizontal qu'il se tord un petit peu, légèrement, hein, mais un petit peu. ou du tirage En bûcheron fait, il serait beaucoup plus fort avec une autre main stabilisatrice. pour travailler la contraction. 4 séries de chaque, j'ai les dorsaux en miettes, j'ai fait ce que Bon, après, le tirage bûcheron, bon, je suis pas un grand fan parce que pareil, on a tout le temps tendance à faire des torsions, ce qui est pas vraiment utile, quoi. j'avais à faire pour bien stimuler cette zone. Ça fait jamais de mal. Prenez la Whey Isolate native Évidemment, un petit placement. de Coalition, c'est la marque que j'ai lancée il y a 2 ans. En vrai, si tu veux acheter de la créatine, va pas acheter chez lui. Enfin, là, elle va être beaucoup plus chère que la normale. Quand il y a marqué Créapure, peu importe la marque que tu vas acheter, à l'intérieur, c'est le même produit, littéralement. Il y a juste à la limite le grain plus ou moins épais, tu vois. Mais globalement, on s'en fout. Achète Créapure.bar, prends le moins cher possible avec le label Créapure et tu seras très content, tu vois, je te le dis. Là, il doit être à, je sais pas, peut-être 70 €, 80 le kilo, alors que la Créapure, tu peux retrouver à 50 balles le kilo, tu vois. Donc, va pas forcément t'acheter de la créatine chez lui, là. Le 6e conseil, je sais que certains vont pas être d'accord avec moi, mais je vais le dire quand même, l'étirage, pronation, supination et prise neutre, c'est la même chose. Non. En fait, ce qui va changer, c'est pas vraiment la prise, c'est plutôt ton angle avec ton coude. Sauf que si évidemment tu prends une prise pronation, ça va être beaucoup plus dur d'avoir les coudes devant toi. Ça paraît logique, tu vois. Il y a quand même un conflit entre tes coudes et tes poignets là, tu vois. Si t'as les coudes devant toi, automatiquement, tu vas être plus naturellement sur une prise neutre, voire légèrement supination. Donc une prise un peu comme ça, tu vois. Maintenant, si tu es sur une prise, enfin si tu veux avec les coudes dans un plan frontal, avoir les coudes sur les extérieurs, bah, automatiquement tu vas pas te retrouver en prise supination. Ça paraît aussi pareillement un peu contradictoire, tu vois. Donc tu vas être en pronation automatiquement. C'est pas vraiment la prise. C'est pas vraiment la prise qui va influencer ton choix, tu vois. C'est plutôt ton choix qui va influencer la prise en fait. Il n'y a pas de différence. Certains vont dire ouais mais sur la pronation tu travailles plus l'adduction que sur la supination et la Bon voilà, c'est ça. prise neutre, on s'en fout. Quelle différence ça va faire sur le développement de vos dorsaux? Bah pas grand chose. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que pendant très longtemps, je m'obstinais à varier et tester toutes les prises. Globalement, je suis d'accord. En vrai, le grand dorsal va plutôt faire de l'extension d'épaule plutôt que de l'adduction. Pourquoi? Parce que dans l'adduction, tu vas vachement plus taffer ton grand rond en général. Et ça reste quand même une position. Alors personnellement, je trouve pas très confortable. Et puis pour la majorité, ça l'est aussi, tu vois.
Je commençais par du tirage vertical pronation. Ensuite, je faisais du tirage horizontal prise neutre. Ensuite, je faisais du rowing buste penché en supination. Et j'enchaînais les mouvements avec toutes les prises nécessaires parce que j'avais l'impression que certaines Il a toujours pas parlé de sangle de tirage, hein, si jamais. prises allaient travailler l'extérieur des dorsaux, l'autre le haut du dorsaux. Tout ça, c'est des conneries, ça travaille de la même façon. Et c'est plutôt une bonne nouvelle parce que c'est très libérateur de se dire j'ai juste à choisir une prise. En soi, ce qui va changer les régions du grand dorsal qui vont être hypertrophiées, c'est surtout euh, le degré d'extension de ton épaule. C'est-à-dire que quand tu as le bras qui est devant toi, donc tirage horizontal typiquement, là tu vas plutôt sur les fibres thoraciques, donc les fibres qui sont horizontales en fin de compte. Alors que si tu es sur un tirage plus vertical avec le coude qui va de haut vers le bas, là tu es beaucoup plus sur les fibres iliaques, donc les fibres qui sont plus verticales. En vrai, c'est pas plus compliqué que ça, hein. Celle sur laquelle je me sens le mieux, celle sur laquelle j'arrive le mieux à sentir le dos, celle sur laquelle j'arrive le mieux à surcharger progressivement, et je la conserve. Je n'ai plus besoin de la changer. Pour ma part, par exemple, je sens très bien les dorsaux en pronation. Donc je fais mon tirage vertical en pronation, je fais mes tractions en pronation, et j'ai aucun mal à ne pas explorer les autres prises en ayant la culpabilité de me dire ah bah c'est dommage, je rate quelque chose. Absolument pas. Après, je suis relativement d'accord dans le sens où, en vrai, vas-y, faut pas complexifier les choses pour rien. Globalement, tu prends un truc que t'aimes bien, un truc où tu ressens bien les choses, tu te sens bien, confortable et tout, et bombarde dessus, quoi. Alors attention, je suis pas un extrémiste non plus, il m'arrive de faire des mouvements en supination et en prise neutre, mais je réalise bien qu'ils ne vont pas provoquer une stimulation différente sur mes dorsaux. Donc pour moi, votre mission, c'est d'identifier la prise de main avec laquelle vous êtes le plus à l'aise et de charbonner dessus. Parce qu'il n'y a pas de secret, la prise de muscle, bah, ça reste toujours tension mécanique et surcharge progressive. Et quelle que soit la prise de main que vous utilisez, si vous vous assurez évidemment d'avoir une bonne technique, que ce soit pronation, supination, prise neutre, ça ne fera pas de différence sur le développement de vos dorsaux. Le septième conseil, malheureusement, je ne l'ai réalisé que bien trop tard. Le soulevé de terre, ce n'est pas un exercice pour les dorsaux. Merci. Certains pourraient dire que c'est même pas un exercice pour le dos. C'est un exercice pour la chaîne postérieure qui va travailler un ensemble de groupes musculaires, des mollets jusqu'au trapèze. Mais est-ce qu'il est vraiment possible d'isoler un groupe musculaire ou un muscle avec du soulevé de terre? J'ai quand même l'impression que la réponse est non. Et ceux qui ne sont pas d'accord avec ça vont souvent prendre l'exemple de pratiquants qui ont un dos très développé et qui sont en même temps très forts au soulevé de terre. Mais la relation n'est pas toujours établie avec eux. Probablement que leur dos a été développé avec d'autres choses et probablement que le soulevé de terre y a contribué, mais dans quelle mesure? C'est difficile de le dire. Et si je vous dis ça, c'est parce que je m'obstinais à faire du soulevé de terre à chacune de mes séances d'eau pendant très longtemps. Alors je suis devenu fort au soulevé de terre, assez fort pour soulever Tiens, il a des sangles de tirage, c'est bizarre. jusqu'à 260 kg. J'ai développé des érecteurs du rachis assez solides, j'ai développé des fessiers assez solides, mais est-ce que mes dorsaux, mon grand rond, deltoïde postérieur, et dans une certaine mesure certaines parties de mes trapèzes ont vraiment bénéficié de tout soulevé de terre? J'en suis pas certain. Aujourd'hui, ça fait quand même quelques années que j'ai pas fait du soulevé de terre très régulièrement. Je continue à faire des variantes genre soulevé de terre, j'ai entendu, pour les ischios ou soulevé de terre trap bar uniquement pour les fessiers, mais du soulevé de terre classique, j'en ai pas touché depuis très longtemps, et mon dos se porte très bien. Il se porte même encore mieux que lorsque j'en faisais. Donc c'est vous dire à quel point c'est important de se détacher émotionnellement de certains exercices et de réaliser qu'ils ne sont pas si indispensables que ça. Genre les tractions, par exemple. Surtout lorsque l'objectif est l'hypertrophie. En bonus, on a quelque chose qui parasite littéralement la progression de beaucoup de pratiquants, c'est malheureusement l'ego. L'ego peut littéralement tuer tous vos gains. Et c'est quelque chose dont moi-même j'ai été victime, alors que vous me connaissez, hein, je suis quand même très méticuleux sur l'exécution du mouvement. Mais moi-même, je me suis laissé emporter par l'ego, et il m'est arrivé pendant très longtemps de soulever des charges qui étaient bien supérieures à ce que je pouvais réellement maîtriser, en prenant en compte tout ce que j'ai dit plus tôt. Ligne de force, bras de levier, unilatéral, sélection d'exercices. En vrai, 100%, hein, et globalement, tu verras que si jamais tu rentres avec moi en accompagnement, bah en fait, tes mouvements aujourd'hui sont certainement pas très optimaux, clairement. Et donc, on va devoir revoir tes exécutions, et en revoyant tes exécutions, tu vas devoir mettre moins lourd. Et je vais de toute façon te le dire, hein, à l'oral, là, ton mouvement est pas ouf, mais plutôt moins lourd. Je te le dis pas comme ça, évidemment, mais c'est un peu l'exemple, quoi. Globalement, baisse tes charges, améliore ton mouvement, et en fait, tu vas juste gagner. Pourquoi tu vas gagner? Simplement parce que bah, tu vas plus respecter la fonction du muscle, tu vas avoir de meilleurs bras de levier, donc en soi, même si la charge est moins élevée au total, la charge pure sur ton grand dorsal sera la même, voire plus grande en fin de compte. Il y aura un meilleur rendement si tu veux. Et ensuite, il y aura également un meilleur rendement sur le ratio stimulus-fatigue. En gros, tu vas pouvoir mieux stimuler le muscle que tu veux cibler, et en étant moins fatigué au global. Donc accumuler plus de volume sur toute ta semaine, et être moins fatigué, mieux récupérer, bref, t'as compris l'idée, bah optimiser ta progression, quoi. Etc. Donc oui, vous serez peut-être surpris d'entendre que j'étais plus fort il y a 10 ans sur l'entraînement du dos que je ne le suis aujourd'hui. Pourtant mon dos a continué de se développer avec des charges qui ont réduit. Là vous allez me dire mais comment c'est possible? On a besoin d'une surcharge progressive pour progresser sur n'importe quel groupe musculaire. Oui mais n'oubliez pas que la surcharge progressive, c'est pas juste la charge que vous allez augmenter, ça peut être aussi l'amélioration de votre technique d'exécution. Et pour moi c'est ce qui s'est 100% d'accord. passé. Au bout de 4-5 ans de musculation, je connaissais pas la ligne de force, je savais pas ce qu'était un bras de levier, je savais pas ce que c'était un exercice à forte tension d'étirement ou à forte tension de contraction. Donc de manière assez bête et méchante, mais sans me mettre en danger bien sûr, bah je tirais. Je me rappelle que je faisais du tirage bûcheron avec des haltères de 50 kg, c'est évidemment quelque chose que je ne fais plus du tout. Aujourd'hui j'utilise 36, 38, 40 kg dans les bons jours, avec bien sûr une exécution impeccable et toutes les autres variables qui vont bien avec. Donc n'ayez pas peur de laisser l'ego de côté, n'ayez pas peur de réduire vos charges de travail lorsque c'est nécessaire pour améliorer la technique d'exécution, et vous allez voir que votre dos va exploser. N'hésitez pas à me dire lesquels de ces Bon, bah écoutez, c'est une vidéo, je pense 50% honnêtement, je suis d'accord avec pas mal de points qu'il a dit quand même, donc faut souligner les bons points. Maintenant évidemment, bah il manque franchement le conseil numéro 1 selon moi, bah, les sangles de tirage, où est-ce qu'elles sont? Nulle part. On en a aperçu pendant son soulevé de terre, mais bon, pas top. Ensuite les tractions, je suis quand même pas d'accord, hein, globalement,
C'est pas mieux qu'un tirage vertical, c'est même moins bien selon moi. Donc, à moins que tu l'aies vraiment à cœur et que tu veux absolument progresser sur tes tractions et que voilà, tu as en même temps des objectifs un peu street lifting à côté, vas-y, si tu veux, pas de problème. Maintenant, si tu veux vraiment optimiser ton grand dorsal, enfin la croissance sur ton grand dorsal, bah arrête avec les tractions, honnêtement, tu les charcutes beaucoup trop comme ça déjà. Fais un petit tirage vertical dans un plan sagittal en prise neutre, tu seras bien content des résultats derrière. Et enfin, le dernier conseil, honnêtement pépite, que moi je donnerais, qu'on entend très peu en réalité, et ça je pense que ça vient de conseils un peu deep, hein, faut vraiment aller les chercher. Et en fait, c'est simplement que le grand dorsal, tu vois, il est attaché sur le haut de ton bras, un peu sous ton aisselle, tu vois, globalement. Et donc, quand tu entends des conseils du type faut garder les épaules basses, et bah là, il y a erreur. Pourquoi? Simplement quand tu vois le coude qui est proche de ton corps. Donc là, je sais pas si tu arrives à me voir. Ok, donc là, tu vois un petit peu mieux ce qui se passe. Quand tu vois ton coude qui est proche de ta hanche. Donc là, c'est à la contraction max sur ton tirage vertical, horizontal, comme tu as envie, tu vois. Mais là, du coup, on va parler du tirage vertical pour le coup. Du coup, là, tu es en bas du mouvement, tu es à fond. Quand tu vas les relever, ce qui va se passer, c'est que regarde, là, donc je vais plutôt me mettre comme ça. Ici, tu vois, je suis en haut du mouvement, donc là, je suis à l'étirement, tu vois. Et en fait, ton grand dorsal, il est ici et ici. Tu vois, ça, c'est vraiment sa longueur musculaire, c'est tout ça, tu vois. Et ben en fait, si je décolle mon épaule, regarde comment j'arrive à l'étirer beaucoup plus. Donc là, je suis ici, à peu près là, tu vois. Et là, je monte de tout ça en plus. Tu vois, toute la différence de longueur en plus, c'est que ça représente quasiment la moitié de ton amplitude que tu peux faire avec ton grand dorsal. Donc en gros, ce que ça veut dire, c'est que sur ton tirage vertical, quand tu veux étirer ton grand dorsal, au lieu de s'arrêter ici, grandis-toi. En gros, envoie tes épaules vers l'avant, et quand tu veux contracter à ce moment-là, tu vas les rétracter vers le bas, pas vers l'arrière, hein, mais vers le bas, et ensuite tirer. Et tu verras absolument vraiment la différence. C'est assez abusé honnêtement, et je vois personne en parler, donc je trouve ça vraiment dommage. Donc réellement sur ton tirage grand dorsal, sur ton tirage vertical, tu verras que c'est absolument un meilleur. Sur ce, merci pour ton écoute, j'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, commente, like, partage, abonne-toi. On est bon. Si jamais tu es intéressé pour un accompagnement, bah écoute, tu as le lien en description, première ligne, pour réserver une consultation qui est offerte, qui est gratuite. Si tu veux faire le point avec moi directement en appel sur ta situation, qu'est-ce que tu veux faire, quels sont tes objectifs, et voir un petit peu ce que tu pourrais mettre en place pour améliorer ce que tu fais aujourd'hui. Sur ce, je te souhaite une excellente soirée ou une bonne journée, et on parle très vite. Allez, ciao ciao.